Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur ce live questions-réponses que j'essaie de lancer une fois par mois. Alors je m'appelle Tim Strobant, je suis psychologue clinicien, social et interculturel, victimologue et psychotraumatologue, et je me suis spécialisé en emprise pathologique, notamment en perversion narcissique. Et donc je pratique en consultation en Belgique et via webcam. Et je vous invite à aller visiter ma page ou mon site web pour plus d'informations. Alors le but de ce live est toujours double. Je le répéterai à chaque fois. Le- le premier but, c'est de permettre à chacun, chacune de venir poser des questions sur ce qu'ils traversent, sur la théorie ou sur la pratique de leur quotidien, toujours en lien avec la problématique de l'emprise pathologique et ou du psychotrauma. Et le deuxième but, c'est aussi de vous remercier pour vos participations, pour votre bienveillance, pour le soutien que vous vous apportez les uns les autres dans vos commentaires aussi. Je pense on n'est jamais trop entouré lorsqu'on vit ce genre de problématique. Et avoir du soutien et avoir de l'écho de la part d'autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent vivre la même chose et partager leur expérience, c'est toujours quelque chose de gratifiant. Ça permet de moins culpabiliser et de moins se trouver seul face à cela. Donc voilà, je travaille avec ce que vous m'apportez, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, théoriques ou pratiques, sur la problématique, et je ferai de mon mieux pour pouvoir vous y répondre, pour pouvoir répondre. Bonjour Arnaud, bonjour Nathalie, bonjour Sylvia, bonjour Caro Caro. Euh, alors, euh, comment devient-on pervers narcissique ou quelles sont vos observations par rapport à cela? Bah, ça, c'est une question qui revient assez fréquemment, hein, c'est connaître un peu la genèse de la structure perverse. Et là, vous allez avoir énormément, quelques grilles de lecture, tout du moins, qui prennent des directions différentes. Je vais vous parler de ma grille de lecture, qui est celle de la psychanalyse lacanienne, et puis vous verrez un peu les points de ressemblance. Je sais qu'on lit à plus d'un titre que il y aurait eu dans l'enfance des violences morales ou physiques. Alors, dans ma grille de lecture, c'est loin d'être le cas. Dans ma grille de lecture, c'est l'idolâtrie de l'enfant par le premier preneur de soins. Le plus souvent, c'est la mère, mais ça peut être la grand-mère, la grande sœur, le grand frère, le père, etc. euh, qui, à un moment donné, empêcherait l'enfant de se confronter à la loi de l'autre, à devoir se confronter à sa propre culpabilité, à sa propre responsabilité, à sa propre honte. Et donc dans ce lien fusionnel que le premier preneur de soins a avec l'enfant, va faire en sorte de rendre l'enfant objet, quelque part, des besoins, des déviances ou des manques ou du délire du premier preneur de soins, empêchant l'enfant de se développer au-delà finalement de ce rapport affectif qu'il a à la mère, et donc d'apprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois. Euh, donc ce n'est pas le cas. Il se trouve au-dessus des lois, il n'est pas les lois, il est au-dessus des lois. Et du coup, ces lois doivent s'appliquer aux autres pour qu'elles ne s'appliquent pas à lui, parce que lui ou elle, n'a pas les outils cliniques pour pouvoir le traiter. Donc l'autre doit culpabiliser, l'autre doit avoir honte, etc., etc. Donc il y a plein de particularités après qui sont développées par rapport à cela. Mais dans ma grille de lecture, on devient pervers par l'idolâtrie du premier preneur de soins, ce que Paul-Claude Racamier appelait l'incestualité dans son ouvrage sur la perversion, qui est super intéressant, que je vous conseille de lire. Voilà, j'espère avoir pu répondre à votre question. Bonjour Pazang, bonjour Reda, bonjour Céline. Alors, peut-on guérir de la perversion narcissique? Euh, alors, non, pour répondre très simplement. Ce n'est pas une maladie, c'est une structure de personnalité. Donc, puisque c'est une structure, elle n'est pas soignable. J'ai tendance à dire que peu importe notre structure, on peut avoir les mêmes symptômes. Ça veut dire qu'on peut tous être dépressifs, alcooliques, anxieux, etc., etc., etc. Mais la perversion, qu'elle soit narcissique, sadique, masochiste ou psychopathie, euh, n'est pas une maladie, n'est pas quelque chose qui se soigne, parce que c'est la manière dont le sujet est organisé, construit sa réalité, et qui, du coup, si elle n'existe pas, le sujet n'existe pas. Euh, et donc non, la perversion narcissique, comme les autres structures par ailleurs, ne se soigne pas.
Et donc, le sujet fonctionnera toujours de la même manière, avec la conscience qui est la sienne et la conscience qui est la sienne également. Alors, question de Nathalie. Hop. Par quel mécanisme est-ce possible qu'un PN puisse nous reprocher ce que lui-même nous fait subir en nous humiliant auprès des proches au passage? Quand cela a duré de très nombreuses années, comment faire pour que l'on nous croie, enfin, et que l'on sorte de toute cette toile tissée, hormis le non-contact? Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie. C'est des questions super intéressantes. Euh, alors, l'idée de la perversion, c'est comme, j'essaie de faire le lien avec la question précédente, comme le sujet n'a pas les outils pour traiter ses propres responsabilités, ses propres culpabilités, ses propres doutes, ses propres hontes, l'autre doit l'être à sa place. L'autre doit être plus reprochable que moi. Et donc c'est ce qu'on appelle l'identification projective. C'est-à-dire que le sujet va systématiquement projeter sur son environnement ce qu'il est ou ne peut pas être, ou ne veut pas être plutôt, sur l'autre, qui a simplement les outils cliniques pour pouvoir le gérer. Et puisqu'elle se remet en question, puisque la victime se remet en question, finalement, peut même finir par accepter l'idée que ce que l'autre lui reproche en insistant, en insistant, en insistant, jour après jour, soit potentiellement vrai. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Alors, l'idée, c'est que la plupart des victimes sont capables de faire les deux en même temps. Elles sont capables d'introjecter ce qui vient de leur environnement et projeter ce qui leur appartient dans l'environnement, ce qui fait finalement un bon aller-venu entre l'extérieur de l'appareil psychique et l'intérieur de l'appareil psychique, d'où la remise en question. Mais le pervers, lui, ne va faire que projeter ce qu'il ne veut pas internaliser et ne va être capable d'internaliser finalement que ce qui répond déjà à ses objectifs personnels. Donc c'est pratique, vous me direz, mais en même temps c'est un effort qui doit se faire au quotidien et qui est à la base même de sa souffrance parce que le pervers est conscient de ce qu'il fait et du pourquoi il le fait, sans réellement être conscient de d'où cela vient et pourquoi il le fait de manière clinique. En gros, s'il vous insulte, il sait qu'il vous insulte. Hein. Il n'est pas... comment dire, on ne peut pas le soustraire de sa responsabilité, surtout pas dans le cas d'une perversion. Alors, comment faire pour l'on nous croit et qu'on sorte de cette toile tissée? Alors, il y a le no-contact, effectivement. Il y a aussi les canaux de communication qui peuvent être réduits à leur minimum. Toujours lorsque vous avez, par exemple, des enfants en commun ou encore des litiges à résoudre ou des conversations obligatoires. Ça, c'est une des solutions déjà pour mettre de la distance entre l'autre et soi. Et cela prend effectivement du temps pour que la victime ait à considérer enfin que la réalité dans laquelle elle a baigné pendant des années est totalement inventée, est totalement galvaudée, et qu'elle a à faire le tri entre ce qu'elle pense être de ses culpabilités, de ses hontes, et de ce qui est à l'autre, finalement. Donc ça prend du temps aussi, d'où limiter les contacts est une condition sine qua non aussi pour que le lien puisse se rompre et que du coup l'influence de l'autre puisse aussi s'estomper, et que les autres nous croient. Alors ça c'est une autre question, c'est que certaines personnes seront capables de éviter la normalisation, c'est-à-dire éviter de faire comme si les violences morales et les violences conjugales n'existaient pas au quotidien. Et donc, parce qu'ils sont liés à vous de manière sincère et engagés vers vous, ils vont prendre le temps de vous croire sur parole, simplement. Aussi parce qu'ils n'ont pas leurs propres enjeux vis-à-vis de l'auteur. Mais ça prend toujours du temps, c'est du cas par cas. Comprenez aussi que c'est peut-être l'occasion de faire le tri entre les personnes qui ont à cœur votre bien-être et celles et ceux qui ne l'ont pas. Ça permet de recartographier. C'est douloureux, mais à un moment donné, on finit par s'entourer des bonnes personnes plutôt que de s'entourer de n'importe qui. Et donc, techniquement, vous n'auriez pas à devoir convaincre l'autre pour que l'autre ait à vous croire s'il est lié à vous. Hein, vous avez subi ce que vous avez subi. Donc, à un moment donné, si l'autre a besoin de preuves, c'est qu'il n'est pas lié à vous suffisamment et qu'il a peut-être ses propres intérêts à faire valoir. Et donc ça, c'est quelque chose qui se travaille aussi en accompagnement et la manière dont on ajuste la proximité-distance entre soi, l'autre et les autres, parce qu'il n'y a pas que l'auteur. Alors, pourquoi le PN vit
A-t-il de nombreuses relations en même temps? Agit-il de la même façon avec toutes ses proies, actes et paroles? Alors, il entretient de nombreuses relations en même temps, c'est pas toujours le cas. Il s'avère que le plus souvent c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est une question d'ascendance et de toute puissance. Il se donne le droit finalement de forcer l'autre à respecter des règles que lui-même ou elle-même ne respecte pas. Et donc l'adultère est vu là comme étant même pas une trahison vis-à-vis de ses engagements, vis-à-vis de la personne avec qui il est censé vivre, mais simplement quelque chose qui s'octroie de bon droit parce que les lois s'appliquent aux autres mais pas à lui. Lorsqu'il est découvert, ça va jusqu'à accuser l'autre finalement d'être responsable du fait qu'il ait dû aller voir ailleurs, et la victime se trouve être celle qui euh, empêche le couple de reconstruire quelque chose parce que la victime veut en parler, résoudre cela, etc., etc. Et donc, enfin bref, ça c'est, je développe un peu une question qui n'a pas été posée. Euh, alors, il agit de la même façon avec toutes ses proies, oui et non. Il faut savoir que la perversion, en réalité, ils sont malins, mais c'est nous qui leur donnons aussi toutes les informations avec lesquelles ils savent jouer. Et ils ont une bonne connaissance des lois symboliques qui organisent notre société, et donc ils savent jouer avec cela. Donc ils s'adaptent. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils s'adaptent à leur proie. Le temps qu'il faut pour que la proie soit liée à. Alors l'appellation de proie, pour moi, c'est pas une appellation clinique, hein. C'est pas comme cela que moi j'appellerais plus victime que proie. Parce que être victime ne veut pas forcément être passif, hein. On est clairement dans une situation où les victimes sont actives à plus d'un trait de la situation. Mais actes et paroles, effectivement, se ressemblent, mais aussi s'adaptent aux situations, au contexte et à la personne qu'ils ont en face d'eux. Bonjour Pierre, le PN est-il conscient de tous ses actes, manipulations, tromperies, mensonges, agressions? Alors, oui et non, comme nous le sommes finalement. Nous avons tous une part de nous qui, euh, qui est consciente, auquel nous avons accès. Nous avons tous une part de nous qui est de l'inconscient et qui ne se manifeste qu'à travers des actes manqués de toutes sortes, hein. Pour ça, il y a une lecture qui est intéressante, avec le recul nécessaire, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, qui est assez facile à lire et qui explique finalement comment nos actes du quotidien finalement sont l'expression aussi de notre appareil psychique inconscient pour le coup. Et donc, perversion psychotique ou névrosée ont une part d'inconscience et une part de conscience. Euh, Par contre, le pervers, lui, a conscient du mal qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc, il sait qu'il manipule, il sait qu'il ment, il sait qu'il trompe, il sait qu'il agresse, et ça a une logique suffisamment consciente parce qu'elle est nécessaire à au propre maintien de son appareil psychique. Donc, c'est une question de survie pour lui. Autrement, il est trop envahi par le vide initial à travers lequel il fonctionne, et donc risque de décompenser, et donc c'est un effort systématique, quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le pervers ne peut pas trouver un équilibre, hein. Il ne peut vivre qu'à travers la jubilation, et donc c'est un éternel recommencement. Donc, Pierre, oui, il y a conscience, et en même temps, il y a toujours une part d'inconscient. Mais il est vrai que contrairement à à une forme de psychose, où là l'inconscient ou la manière dont le sujet aurait à fonctionner est plus inconscient que conscient, le pervers lui est effectivement plus conscient. Mais que l'on soit pervers, psychotique ou névrosé, lorsqu'on frappe quelqu'un, on sait qu'on a frappé quelqu'un. Donc on sait qu'on est responsable, on sait pourquoi on l'a fait. C'est ce pourquoi on l'a fait qui finalement est sujet à interprétation. Donc ce sera la faute de l'autre, ce sera parce que l'autre l'a mérité, il y aura toujours une bonne raison du pourquoi il l'a fait qui va le pousser à se déresponsabiliser. Mais il a conscience du coup. Donc c'est à prendre avec pincette. Hop. Je vais essayer de sauter à une autre question. Hop. Bonjour Céline. Euh, Comment différencier un psychotique égocentrique et un pervers narcissique? Euh,
Et ça me permet d'y répondre, tiens. Alors, un psychotique égocentrique, c'est potentiellement un psychotique empreint d'un délire mégalomaniaque. Parce que j'irais plus à dire que c'est le pervers narcissique qui est égocentrique et qui a besoin de se faire valoir à travers les choses qu'il a. Alors que le psychotique, lui, n'a pas nécessairement ce besoin-là d'égocentrisme parce qu'il se suffit de lui-même finalement pour la création de sa réalité. Et donc c'est plus le pervers qui est égocentrique. Là où, si vous voulez, il, euh, il dépense son argent à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Il veut montrer qu'il a. Il est dans cette logique de l'avoir, avoir, avoir, avoir. L'avoir va construire son être. Il a l'intime conviction que c'est ce qu'il a qui lui donne de la valeur dans ce qu'il est. Alors que nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous prenons effectivement de la valeur dans l'avoir, mais ce qui compte, c'est l'être. Et on a bien conscience qu'on a beau avoir une belle voiture, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de bien ou qu'on est quelqu'un de valeur. Le pervers, lui, ne fait pas la différence entre cela. Et donc, une différence entre la psychose et la perversion de manière générale, c'est le délire, c'est le déni, c'est tous ces autres mécanismes qui sont propres à la psychose et qui ne sont pas dans la perversion. Euh, et à la rigueur, Céline, que ce soit l'un ou l'autre, l'important c'est l'échelle de votre souffrance, ce que vous ressentez et ce que vous voulez en faire. Si à partir du moment où vous n'arrivez pas à amener l'autre à un niveau de conscience qui serait différent du sien, c'est qu'il atteint une limite. Et que, du coup, c'est à vous, quelque part, de prendre la décision de mettre à distance, en fonction de la personne que c'est, hein, si c'est votre père par exemple, le mettre à distance d'une certaine manière, voir jusqu'où cette distance peut être faisable pour vous, quitte à finalement ne plus donner contact et rompre les liens entièrement, en tout cas la relation entièrement, ou évaluer une autre proximité-distance qui vous met à l'abri finalement de l'impact que cette personne pourrait avoir sur vous. Voilà. Bonjour Doc. Comment protéger les enfants de la violence psychologique et négligence de leur père pervers? J'ai deux enfants de 6 et 12 ans. La grande est sous l'emprise de son père. Alors, euh, euh, j'essaie de voir par quel bout je pourrais prendre cela. Euh, 6 et 12 ans. Alors, quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous traumatisés par nos parents. C'est un peu cru de le dire comme ça, mais nous sommes le résultat du système familial dans lequel nous avons grandi, de manière affective et éducationnelle. Et donc, nous sommes tous traumatisés par le système familial dans lequel nous avons grandi, que ce soit notre fratrie ou que ce soit nos parents, ou etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Euh, Maintenant, par rapport aux violences psychologiques et négligences de leur père, comprenez aussi que le simple fait que vous soyez séparés vous permet d'offrir à vos enfants un champ du normal qui ne serait plus entretenu uniquement par le père. Et ça se joue sur le temps, c'est un marathon. Donc si vos enfants sont capables de se remettre en question, un jour ils le feront dans la bonne direction, mais il y a des enjeux, que ce soit à 6 ans ou 12 ans, qui peut amener l'enfant ou l'adolescent de se rapprocher plus d'un des parents plutôt que de l'autre. Euh, et c'est en leur offrant finalement la meilleure version de vous-même en tant que mère suffisamment bonne, parce que les bonnes mères n'existent pas, les bons pères n'existent pas, hein, ce sont des parents suffisamment bons. Pour ça, il y a des lectures de Winnicott qui sont intéressantes. De lui devient l'appellation, à laquelle j'adhère entièrement. Euh, et donc, restez vous-même, adaptez-vous, ne laissez pas tout n'est pas permis, tout n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un cadre pour que vous ayez à éduquer vos enfants et que eux puissent se reconnaître dans ce cadre-là. Euh, mais c'est en leur offrant finalement la différence potentiellement une semaine sur deux que cette violence psychologique et cette négligence auront de moins en moins d'impact sur vos enfants qui, en grandissant, auront de plus en plus accès à eux-mêmes et pourront prendre leurs propres décisions. Donc, c'est une période de temps dans laquelle il y a une souffrance.
tant chez les enfants que chez le preneur de soins qui est suffisamment bon. Et, euh, et ça prend du temps, simplement. En fonction des situations, du contexte, de quel type de violence psychologique et quel type de négligence, il est possible d'armer les enfants d'une manière ou d'une autre pour contrecarrer cela. L'idée aussi, c'est de ne plus prendre la défense du parent qui est déviant, euh, ne plus essayer de justifier à la place du parent ce qu'il fait, mais plutôt de dire la vérité avec des mots que l'enfant peut entendre et comprendre, et ne pas faire en sorte que l'autre soit présent au quotidien chez vous alors qu'il est absent. Parce que c'est ça le but, finalement. Qu'il soit présent dans le lien que vous entretenez avec vos enfants. Plus vous allez vous empêcher de vous poser cette question, moins vous allez la rendre implicitement ou explicitement présente dans le lien que vous avez avec vos enfants et votre quotidien. Hop, prochaine question. C'est du sport hein, de répondre à la chaîne comme ça à des questions. J'espère que je fais cela suffisamment bien et que vous y trouvez finalement vos réponses. Euh, Bonjour Pazang. Euh, Pourquoi ce besoin absolu de destruction de l'autre? Ouais. Alors, il y a l'idée, dans beaucoup d'articles vulgarisés, et d'ailleurs dans la manière dont moi je peux écrire certaines choses aussi, hein, ça rend les choses plus simples, mais pour être plus précis des choses, le pervers ne détruit pas, surtout le pervers narcissique, dans la mesure où, s'il vous détruit, bah, vous n'êtes plus là. Et il a besoin de vous, pour que vous ayez à exprimer vos qualités pour lui, sans pouvoir avoir la reconnaissance du fait que vous avez des qualités. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il ne va pas vous détruire, mais il va vous détourner. Et l'étymologie du mot perversion, c'est pas destruction, c'est détournement. Et ça a plus de sens finalement, parce que il ou elle a besoin de sa victime le plus longtemps possible pour continuer à obtenir de l'autre, de sa victime, ce qu'il a besoin pour rendre sa vie possible, ses objectifs possibles à l'extérieur du foyer. Donc, il y a effectivement un besoin absolu, je vais reprendre vos mots, euh, de détournement de l'autre. C'est une nécessité, c'est une obligation pour le pervers, ça fait partie de ses modalités de fonctionnement, notamment la redevabilité et l'envie de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il détourne ses victimes, c'est qu'il est incapable de pouvoir accepter l'idée que sa victime a des qualités que lui n'a pas et qu'il ne pourra jamais avoir. Et donc, pour ne pas être confronté à cela systématiquement, il va détourner sa victime pour qu'elle n'ait pas à pouvoir le revendiquer et le reconnaître pour elle-même. Et donc, lui n'a pas à le reconnaître non plus, à internaliser l'idée qu'il n'est pas ce que l'autre est. Ah ben, oui, il y a les emojis, trucs. Il faudrait que j'enlève ça. Euh, et en même temps, vous empêchez de pouvoir exprimer ses qualités ailleurs. Donc c'est ça qui est pervers, c'est finalement, c'est qu'il y a un isolement et un enfermement dans lequel vous avez à exprimer vos qualités à une seule personne, sans avoir le juste retour des choses, c'est-à-dire une reconnaissance de ce que vous êtes, une belle personne, et que vous ayez à exprimer cela qu'à lui, finalement, à lui ou à elle. D'où la nécessité d'isolement. C'est une question de survie, effectivement, de devoir détourner sa victime absolument, parce que sans la victime, il n'est rien, finalement. C'est la raison pour laquelle il a plusieurs personnes, ou saute d'une personne à une autre, etc., etc., etc. Bonjour Modestine. Est-ce qu'une fille de 14 ans, fille de manipulateur, peut changer, car je vois qu'elle ment déjà? Ça dépend quel niveau de mensonge. Euh, Parce que les ados mentent. Et donc, il faut faire la différence entre ce qui a trait euh, de, euh, de son développement naturel, on va dire, et ce qui a trait à l'expression d'une structure. Euh, et donc, faire la différence entre les deux. J'aurais tendance à dire qu'il est évident qu'un enfant
ayant un parent pervers puisse devenir pervers, l'un n'empêche pas l'autre, mais peut aussi devenir névrosé ou psychotique. Donc ça dépend des situations et ça dépend des facteurs. Il y a plein de choses que nous ne maîtrisons pas en tant que parents dans l'éducation de nos enfants. Donc ça peut varier en fonction des choses. Je ne sais pas si vous étiez là au début, mais j'ai dit que par exemple que la genèse de la structure perverse, c'est l'idolâtrie du premier preneur de soins sur l'enfant. Et donc il faudrait voir de quelle manière son père a investi sa fille, ou par ailleurs vous-même, potentiellement, pour éventuellement envisager que votre fille puisse être perverse. L'idée, c'est qu'à son âge, la structure est déjà établie. Elle va se cristalliser et évoluer sur cette base, mais la structure est déjà établie. Donc à 14 ans, l'enfant est déjà soit psychotique, soit névrosé, soit pervers. Mais dû d'un développement particulier, il est beaucoup plus difficile de pouvoir diagnostiquer cela auprès d'un enfant, à moins que ce soit symptomatiquement très visible. Bonjour Rokia. Euh, Pouvez-vous expliquer la faille narcissique en commun doit impérativement connaître la nôtre pour guérir? J'essaie de bien comprendre votre question. Parce que là, il y a un choc, encore une fois, de grille de lecture. Une faille narcissique. Euh, parce que il y a potentiellement, effectivement, une faille narcissique chez la victime, mais il n'y a pas de faille narcissique chez le pervers. Le pervers n'a pas de narcissisme. C'est ça qui est un faux ami par rapport à l'appellation de perversion narcissique. C'est pour ça que perversion morale, quelque part, est plus adaptée. Mais la problématique de la perversion, c'est le vide, c'est l'absence, c'est la carence, c'est qu'il n'y a pas. Et donc, il a besoin de l'autre pour en avoir. Donc, c'est moins une faille narcissique qu'une carence narcissique. Mais le pervers a de l'ego, et c'est pour ça qu'il exprime son ego. Mais il y a clairement, dans le chef de la victime, homme ou femme, effectivement, un travail à faire sur comment se fait-il que j'ai été sensible, susceptible, de ne pas me donner suffisamment de valeur et d'accepter, in fine, l'inacceptable. Et ça, c'est l'accompagnement qui le fait. On creuse. À un moment donné, on creuse. Je dis souvent, et je vais vous le redire aujourd'hui, et peut-être que ça vous éveillera à certaines choses, euh, euh, si vous avez été capable de subir cela, c'est que vous l'avez subi avant lui ou elle. Et donc, il faut souvent aller voir dans le système familial qui est quelque part le big boss de votre histoire. Et l'auteur n'a fait que exacerber des choses qui sont déjà présentes en vous, il n'a rien inventé. Donc il a utilisé ce que vous lui avez apporté ou ce qu'il a pu comprendre de vous contre vous. Donc il y a une histoire avant la présence de l'autre. Parce qu'avant l'autre, il y avait d'autres autres. Et donc il y a un autre avec un grand A qui est déjà présent en vous et qui fait déjà ce travail. Et donc c'est intéressant effectivement de voir dans votre passé personnel finalement, dans votre histoire, dans votre accumulation d'expériences, quels sont les nouveaux enseignements que cette expérience peut vous amener pour avoir une forme d'émancipation de vous-même qui soit entière, qui ne soit pas uniquement basée sur un événement en particulier qui est celle de la relation, parce qu'il y a certainement d'autres choses derrière. Alors, Alors, je comprends hein, par rapport à l'appellation de faille narcissique en commun. C'est une question de grille de lecture. Certains vont effectivement parler de faille narcissique en commun qu'il y a entre le victime et l'auteur. Moi, je parle de symptômes partagés. Mais lorsqu'on fait appel à la question du narcissisme, en psychanalyse, le narcissisme a une... c'est pas une mauvaise chose, hein. L'ego est une mauvaise chose, entre guillemets, bien qu'il en faille aussi. Mais le narcissisme, c'est pas une mauvaise chose. C'est surtout ce qui vous permet finalement de vivre et de continuer à vivre, hein, et de supporter finalement la souffrance qu'on vous fait subir. Et il y a plusieurs types de narcissisme différents en fonction de vos lectures. Il y a par exemple Alberto Heger qui dit qu'il y a deux narcissismes, le cis-narcissisme et le trans-narcissisme.
Il y aurait un narcissisme que l'on donne à l'autre et un narcissisme que l'on garde pour soi, ou que l'on prend de l'autre. Et selon sa théorie à lui, comment dire, il explique que la victime aurait les deux, mais que le pervers, lui, n'aurait qu'un seul. Il ne peut qu'accepter ce que vient de l'autre sans que lui n'ait la possibilité de pouvoir en offrir. Ce qui rejoint quelque part ce que moi j'ai construit comme grille de lecture sur cette base-là, sur Lacan, sur Paul Recamier, sur Recamier, sur Alberto Heger, pardon. C'était Alberto Heger, je sais pas ce que j'ai dit. Euh, euh, que le pervers n'a pas de narcissisme à lui. Il est obligé de choper celui de l'autre. Alors, bonjour Emmanuel. Est-ce que le pervers narcissique peut être démasqué lors d'une expertise médico-psychologique ordonnée par le chef? Euh, alors oui, si la personne qui fait l'expertise est formée, est éveillée à la question des structures, mais c'est pas toujours le cas. Et le plus souvent, malheureusement, c'est non. De temps en temps, on a des bonnes surprises. Mais malheureusement, c'est plutôt rare que la perversion soit nommée comme étant une hypothèse diagnostique pour le père ou pour la mère, pour l'autre parent finalement qui le serait. Euh, Sachant que les expertises, c'est... Alors moi j'ai refusé d'en faire plus d'une fois, parce que je trouve cela absurde de voir une personne ou deux ou trois quelques fois et puis apporter un avis clinique. Je trouve ça un peu absurde, il faudrait voir les personnes beaucoup plus longtemps que cela pour pouvoir émettre des hypothèses. Euh, Mais c'est quelque part rare, effectivement. Et en même temps, l'idée, c'est que la justice ne va évaluer que s'il y a un risque potentiel pour l'enfant. Et le niveau de qualité éducationnelle qui est pris en compte par la justice est certainement très très bas par rapport à ce que vous aspirez comme éducation à offrir à vos enfants. Donc, quelque part, j'ai tendance aussi à croire qu'on ne peut être que déçu finalement du système judiciaire à partir du moment où on attend de lui quelque chose qui n'est pas de sa responsabilité, ça veut dire rendre justice. La justice est là pour trancher, elle n'est pas là pour être juste. Elle est là pour suivre la direction des lois. Et c'est son travail. Et je pense sincèrement c'est une erreur d'avoir donné à une institution judiciaire le nom d'une vertu, parce qu'elle n'applique pas du tout cette vertu, elle va simplement dans le sens de la loi, et elle est là pour trancher. C'est tout. Bonjour Nicole. Peuvent-ils être condamnés pour violence physiologique, psychologique, j'imagine, du coup, et financière? Si vous avez suffisamment d'éléments concrets qui prouvent que il y a effectivement violence physique, psychologique et financière, alors oui. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est comment réussir à avoir suffisamment d'éléments tangibles, factuels, parce que malheureusement, la justice se fout réellement de votre expérience personnelle. Elle se base sur les faits, quelque part, et sur les pièces qu'on peut lui offrir, qu'on peut lui montrer. Le problème avec ces pièces-là, c'est que souvent elles sont sujets à interprétation. C'est là où les avocats, finalement, en jouent beaucoup. Mais il y a des preuves irréfutables, et celles-ci sont extrêmement difficiles à obtenir. Parce que pour être reconnu victime de quelqu'un d'autre d'un point de vue judiciaire, il faut qu'il y ait une tierce personne qui était témoin de la situation. Sachant que cette tierce personne ne doit pas être biaisée. Ça veut dire que ça ne peut pas être quelqu'un de votre famille, etc., parce que son témoignage pourrait être disqualifié. Et donc il faut quand même pas mal de choses. Et par ailleurs, je vous fais part d'un projet qui est en cours pour ces lives. J'essaierai de construire des lives qui soient également des interviews de professionnels qui sont dans le domaine du droit ou de l'informatique ou ce genre de choses, pour essayer de vous amener plus de réponses à certaines questions, parce que je pense que c'est super pertinent. Et ça, ce sera peut-être construit au fur et à mesure, si j'ai le temps de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ma pratique prioritaire, c'est les consultations. Euh, et puis après, je fais de temps en temps des formations et des conférences. Et donc les lives finalement, ça ne m'apporte rien, c'est pas mon travail. Euh, donc voilà Nicole, oui c'est possible, mais pour cela il faut qu'il y ait vraiment des preuves tangibles
exceptionnellement euh, euh, enfin, qu'il le condamne réellement et qu'il l'incrimine, voilà, incriminante, euh, et qu'il y ait une tierce personne qui puisse effectivement corroborer votre récit. C'est pour ça que la plupart du temps, ils ne sont pas condamnés, même si vous avez, par exemple, des constatations faites aux urgences de violence ou ce genre de choses. Bonjour, Aliénor. Euh, Est-ce qu'une mère culpabilisante, sans émotion, qui essaie de me séparer de mon mari, qui se victimise, est une peine? Alors, que ce soit une perverse ou non, d'ailleurs c'est une question super intéressante à développer parce qu'il y a énormément d'enjeux dans ce que vous venez d'écrire, et en fonction des situations c'est super pertinent, mais une mère culpabilisante va susciter en vous la nécessité de réparer une transgression que vous auriez commise. Et donc potentiellement de vous amener à vous séparer de votre mari pour ne faire valoir que le lien que vous avez vis-à-vis de votre mère. Et donc à partir du moment où votre mère n'est pas suffisamment bienveillante pour se réjouir de la relation que vous avez avec une tierce personne, si cette relation vous épanouit effectivement, c'est que ça la dérange personnellement. Et donc qu'elle soit perverse, psychotique ou peu importe, l'important c'est que votre mère n'est pas censée vous culpabiliser parce que vous ne vous séparez pas de votre mari, ou que vous avez un lien plus fort quelque part pour votre mari que pour elle. Parce que là, il y a finalement de l'envie aussi, et potentiellement de la perversion. Il y a potentiellement un délire de possessivité ou ce genre de choses, qui peut aussi mener le psychotique à être dans une démarche très culpabilisante, mais pour le coup avec moins de conscience de le faire, une forme d'évidence. Mais dans ce cas de figure, à partir du moment où elle est culpabilisante, qu'elle n'a pas d'émotion et qu'elle se victimise, c'est déjà qu'il y a un problème dans le chef de votre mère. Et donc vous avez à prendre du recul par rapport à cela pour évaluer par vous-même et sans votre mère et potentiellement sans votre mari ce que l'un et l'autre aient à vous dire pour que vous ayez à évaluer la situation par vous-même en ayant les bons éléments, les bonnes cartes en main. Il n'y a que vous finalement qui pouvez ressentir et prendre soin de ce ressenti euh, pour en faire quelque chose. C'est ça qui est le plus important, c'est l'échelle de votre souffrance. À partir du moment où vous pouvez souffrir, c'est ce qui est le plus important. Il n'a jamais été dit qu'en tant que parent, on était autorisé à faire souffrir ses enfants. Je pense que ça, c'est une aberration totale. Mais puisque on aime nos parents et qu'on veut leur faire du bien, finalement, aussi, on leur donne beaucoup de pouvoir. Daniel, va-t-il commencer à détruire seulement quand on le quitte alors? Pas forcément. Alors, il est vrai que la séparation ne met pas un terme à l'emprise que l'auteur va avoir sur vous, parce qu'il faut, à mon sens, autant de courage pour rester et subir que partir et se confronter finalement à ce que l'autre a à nous faire subir encore. Parce que la séparation ne veut pas dire et du tout la fin de la situation d'emprise de l'un sur l'autre. Euh, donc, le détournement de la victime se joue principalement à partir du moment où la victime est liée. Ça veut dire que la victime n'a pas la possibilité de pouvoir rompre le lien et partir facilement. Donc c'est après des événements importants qui sont significatifs du lien réciproque que la victime est censée nouer avec son compagnon ou sa compagne. C'est habiter ensemble, se marier, le premier enfant, l'achat d'un bien en commun. Une forme de codépendance finalement qui pousse la victime à ne pas pouvoir simplement claquer des doigts et partir parce qu'elle est liée à, à, à l'auteur et que partir signifierait trahir d'autres engagements euh, qui sont tout aussi importants à maintenir.
plus tous les idées reçues sur les discours sur pour le bien-être de l'enfant, ce genre de choses, quoi, hein. Et puis la culture, la religion, etc., qui va aussi s'en mêler pour empêcher la victime de pouvoir s'autoriser à le faire. Mais donc, ça peut se jouer à partir de la séparation, mais ça se joue progressivement à partir du moment où où le pervers voit que le lien est là et que la victime ne partira pas à la première gifle symbolique, donc implicite, violence morale, ou explicite, violence physique. Bonjour Katia. Euh, Victime d'un pervers narcissique durant 17 ans, il a réussi à me faire enlever mon fils. Je suis désolé pour vous, effectivement c'est une tragédie. Mon fils va-t-il devenir comme lui et que puis-je faire pour le récupérer? Alors, il vous a retiré la, la garde entière ou vous avez encore des contacts avec votre fils? Parce que s'il y a contact, il y a encore des marges de manœuvre. Tout dépend aussi de l'âge de votre fils. Euh, et non, votre fils ne va pas nécessairement devenir comme son père. Par contre, euh, il peut mettre du temps avant de s'en rendre compte. Il ou elle d'ailleurs, père ou mère, parce que je ne pense pas que vous le spécifiez. Euh, Donc il pourrait devenir comme lui, comme il pourrait ne pas devenir comme lui. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Et ça va nécessairement aussi prendre du temps parce que le rapport que chaque enfant entretient avec l'un ou l'autre parent peut aussi euh, créer des dynamiques différentes, on va dire. Et donc rendre l'enfant plus loyal à un parent plutôt que l'autre. Mais le récupérer, c'est à travers si c'est officiel, si ça a été une décision de justice, par exemple, bah, c'est remettre un recours et de voir si les peu de partage que vous avez avec votre fils vous permet de maintenir le lien, parce que ça se joue sur la distance. Votre fils a l'âge qu'il a aujourd'hui, mais il va grandir. Et il y a bien une chose que l'auteur a énormément de mal à continuer à faire exister, c'est le lien que la victime entretient encore avec ses enfants. Et ce lien, c'est ce qu'on appelle un lien primordial de l'enfant envers le parent, ne pourra jamais être rompu, que ce lien soit positif ou négatif. Et donc, vous allez toujours exister au regard de votre enfant. Et tout dépend finalement de la manière dont vous existez encore au quotidien pour lui ou pour elle, et qui permet finalement d'entretenir ce lien malgré tout. Alors, Nathalie, vous parlez d'idolâtrie de la première donneuse de soins, mais est-ce possible que ce soit l'inverse? Violence verbale, physique, dysfonctionnement important envers son enfant. Merci. Tout à fait. Alors oui, si je comprends bien la question, oui, tout à fait, oui. Ah oui. Euh, Donc le premier preneur de soins peut tout à fait être l'auteur de violences auprès de ses enfants, oui, tout à fait, bien sûr. Et ça crée du coup une structure potentiellement différente. Figurez-vous que la perversion est souvent intrinsèquement liée à la présence de ce premier preneur de soins au quotidien, explicitement ou implicitement. Présence physique ou présence non physique, symbolique, psychologique, spirituelle, etc. etc. Donc c'est un peu le stéréotype de la mère juive ou de la mère musulmane qui est tout le temps là, quoi, qui lâche pas l'affaire, qui laisse pas son fils ou sa fille voler de ses propres ailes. Et donc il y a une surprésence de l'autre au quotidien. Et habituellement, si le pervers est un homme et que le premier preneur de soins est une femme, notamment la mère, euh, vous, en tant que femme, vous ne serez jamais à la hauteur de sa propre mère. Et donc vous serez toujours disqualifié dans votre qualité de mère, là où vous êtes exceptionnellement finalement très bonne, ou suffisamment bonne, là où lui est clairement déficitaire, parce qu'il y a de la place que pour une seule personne, pour sa propre mère. Et sa propre mère et sa propre femme. Donc c'est encore la dynamique d'incestualité. Mais effectivement, l'autre violence qui est arrangée dans ce que Paul-Claude Racami appelle l'inceste, plus largement une loi féroce qui s'abat sur l'enfant. Donc ça englobe les violences verbales, physiques et les dysfonctionnements liés à l'enfant, peuvent tout à fait être commises par le parent. Parce que, retenez bien cela, et ça vient pas de moi, je ne sais plus, je l'ai vu dans une vidéo et ça avait tellement de sens.
C'est une dame qui dit que le seul lien inconditionnel qui existe, c'est le lien que l'enfant a avec ses parents. Donc le lien inconditionnel du parent vers l'enfant n'est pas obligatoire. Et ça se tient cliniquement. Par contre, le lien que l'enfant va nouer avec son parent, lui, est inconditionnel. Et donc, un enfant peut continuer à aimer, apprécier et justifier la violence de l'un de ses parents parce qu'il est lié à ce parent. Et parce que il n'a pas encore pu comprendre que c'était inacceptable et que par ses expériences extérieures, s'il en a et si tant est qu'il puisse faire la différence pour ne pas reproduire, puisse se rendre compte de la violence qu'il a subie pendant son enfance. Hop. Bonjour Catherine, y a-t-il un âge limite pour le diagnostic? Non. La structure s'installe à partir de l'avènement du langage chez l'enfant. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'enfant maîtrise le langage. Pas qu'il est en train de l'apprendre, hein, mais qu'il le maîtrise. Qu'il maîtrise les tenants et les aboutissants d'un mot, de la symbolique d'un mot ou pas. Et donc jusqu'à la fin de la vie d'une personne. Donc la structure, c'est pas une maladie, encore une fois. Donc il y a des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes, qui peuvent tout à fait être diagnostiquées de l'une ou l'autre chose. Il n'y a pas de limite. Hop. Cathy, bonjour, quels sont les symptômes qui décrivent finalement un PN? Je lui ai dit que je pensais qu'il en était un, et effectivement, il a un ego très démesuré. Pensez-vous qu'il y a un moyen de le sauver et de sauver le couple avec une thérapie de couple chez vous? Alors, je vais répondre de bas en haut. Est-il possible de sauver le couple avec une thérapie de couple chez vous, si tant est que l'un des deux soit PN? Non. Malheureusement, non. Parce que le seul moyen que vous ayez à faire survivre ce couple, c'est de vous assujettir, donc de vous soumettre à l'autre. Et donc, quand j'accompagne des couples ou des familles, ma loyauté ne va ni à l'un ni à l'autre, elle va au couple. Mais ça veut dire que le pervers qui va venir me voir ne sera pas garant des lois. C'est moi le garant des lois. Et donc, il va vite partir. Parce qu'il ne pourra pas faire du cadre ce qu'il veut. Il ne sera pas entendu tel qu'il le souhaite. Parce que ma loyauté en tant que psychothérapeute va au couple. Que le couple veuille se réconcilier ou se séparer. Parce que c'est une question que je pose à chaque fois. Vous venez pour une réconciliation ou vous venez pour une séparation? Parce qu'on peut très bien travailler à la séparation aussi. Mais la perversion n'étant pas une maladie, celle-ci ne peut pas se soigner, encore une fois, et donc ces mécanismes de fonctionnement resteront identiques. On peut amener un pervers à venir à l'heure, on ne peut pas le forcer à écouter. J'ai un patient comme ça, il vient à l'heure, tout le temps, mais il écoute rien. Il est obligé de venir, mais il écoute rien. Il m'arrive faire des séances en silence pendant 50 minutes, parce que le patient n'écoute rien, et que le patient est obligé de venir. Donc il vient à l'heure, mais il n'écoute rien. Quels sont les symptômes en définitif du pervers? Les mêmes que vous, en fait. Toutes les structures peuvent avoir les mêmes symptômes, mais la raison ou l'intention sous-jacente de ce symptôme sera toujours fonction de sa structure. Si vous voulez, je prends l'alcoolisme. Le névrosé sera conscient qu'il souffre lui-même de la prise d'alcool et que cela fait souffrir son entourage. Et donc, il buvra initialement pour combler un manque, affectif notamment, mais il va en souffrir lui-même, en prendre conscience lui-même et vouloir en faire quelque chose, si tant est qu'il en a la possibilité. Et l'accompagnement qui va avec, évidemment. Le psychotique, lui qui serait alcoolique, n'a pas de problème avec l'alcool. C'est les autres qui ont un problème avec le fait qu'il boit. Et donc lui n'a un rapport à l'alcool qui n'est pas lié à
une difficulté intrinsèque parce qu'il est anasognosique, donc il est inconscient de la manière dont il fonctionne. L'alcool est là pour l'empêcher de décompenser, pour réduire ses angoisses, pour mille et une choses, mais ce sont les autres qui ont un problème avec le fait qu'il boit, pas lui-même ou elle-même. Le pervers, lui, c'est une prise au piège. Parce que finalement, l'alcool est quelque chose qui, dans notre société, est très lié à la sociabilité. En Belgique, notamment, euh, et je pense qu'en France aussi, l'alcool, c'est le vin, chez nous, la bière et le vin aussi, ça fait partie de nos liens sociaux. On boit pendant nos études, on boit quand on invite des gens, quand on va au restaurant, etc. etc. Et donc, puisque le pervers a une vie sociale plus qu'une vie conjugale, il boit beaucoup. Et donc, il a le même corps que nous, finalement, biologiquement parlant, et donc il va être pris par l'addiction autant que soi. Sauf qu'évidemment, il va plus en faire un problème lié à quelqu'un d'autre, c'est la faute de quelqu'un d'autre, plutôt que sa faute à lui-même. Mais il sera plus susceptible d'en faire quelque chose, par contre. Parce qu'il n'avouera pas que c'est un problème pour lui, c'est à cause de l'autre, et en même temps, il avoue, du coup, qu'il a un problème. Euh, mais il en fera quelque chose, sans vous donner finalement le crédit d'avoir pu lui faire se rendre compte qu'il avait un problème d'alcool et qu'il a à se soigner. Donc, pour finaliser la réponse à cette question, les symptômes peuvent être les mêmes. Toutes les structures peuvent être dépressives, anxieuses, traumatisées, etc., etc., etc. Tout dépend de la manière dont ils expriment leurs symptômes et la fonction du symptôme. Donc, ce qui fait la différence structurelle sont des mécanismes de fonctionnement, comme la différence entre le désir, le délire et l'envie, qui prend pour base le manque, le trou ou le vide, et qui crée des dynamiques de fonctionnement qui sont totalement différentes et des constructions de la réalité qui sont aussi différentes. Pardon. Alors, prochaine question, je vais essayer. Pourquoi un PN quitte sa victime Pour mille et une raisons. Ça peut être parce que il a trouvé quelqu'un d'autre de plus serviable, parce qu'il se rend compte que vous ne lui servez plus, ou parce qu'il se rend compte que il n'arrive plus à se servir de vous. Euh, Ça peut être pour mille et une raisons. Il faut savoir que la perversion est une personnalité très lâche. Donc, à partir du moment où le pervers sait qu'il ne pourra rien en tirer, il change de victime. Euh, donc, il quitte sa victime pour mille et une raisons, et ça dépend des situations, et ça dépend du pourquoi, etc. Mais habituellement, il y a quelqu'un d'autre, ou vous êtes quelque part celle qui l'empêche, par votre prise de conscience, de continuer à créer la dynamique familiale, systémique dans laquelle vous êtes. Euh, et donc, il partira, simplement. Alors, bonjour Xavier. Comment ça se gère une garde alternée avec un PN et un enfant de 3 ans pour préserver l'enfant? Sa mère est menteuse, manipulatrice, narcissique. Garde alternée, est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle est à 50-50? Ça se fait déjà avec des enfants de 3 ans, donc ça peut déjà être une bonne nouvelle si ça l'est. Et c'est un processus, l'enfant est un processus, donc il est en développement, donc il est en chemin vers quelque chose. Et donc à partir du moment où il y a la possibilité de lui offrir un champ du normal qui est différent de celui de sa mère dans ce cas de figure, il y a effectivement toutes les possibilités de devenir pour l'enfant. L'enfant n'a pas à devenir comme sa mère, euh, bien entendu, et voir quel type de violence ou de négligence elle commet, et quel type de lien elle entretient avec son enfant aussi. Euh, L'idée, vous, c'est de ne pas chercher à compenser, sinon finalement vous continuez à jouer le rôle de l'autre et la fonction de l'autre, mais plutôt de l'exclure de votre système éducationnel pour offrir à l'enfant l'éducation que vous comptez offrir à vos enfants. Alors, une réponse simple pour Flora. Bonjour, Flora. Quelle est la différence entre un pervers et un psychopathe? Un psychopathe, c'est un pervers, mais un pervers n'est pas forcément un psychopathe.
disons que structurellement, il y a les grosses structures, névrose, psychose et perversion, et en dessous de ces structures, il y a quelque part des ramifications différentes. C'est là où vous trouvez dans la psychose ce que les psychiatres appellent la bipolarité, ce que moi j'appelle la maniaco-dépression, la schizophrénie, la paranoïa pour les plus évidents. Et dans la perversion, vous avez le sadisme, le masochisme, euh, la perversion morale, narcissique du coup, et la psychopathie, là où dans la psychose, c'est la sociopathie. Voilà. La psychopathie, vous voyez cela vraiment de manière... Il faut prendre le mot pour ce qu'il est. La psychopathie, c'est l'absence de psyché. Et donc la perversion repousse le plus loin possible de lui-même la confrontation à lui-même. Donc la psychopathie, c'est le paroxysme finalement de cet éloignement de soi. Ce qui rend finalement la destruction entière de l'autre à la Ted Bundy. Hein. Ted Bundy était un pervers alors que Jeffrey Dahmer est plus un psychotique et plus sociopathe, du coup. Euh, Sociopathe, c'est sans règles sociales. Alors que le psychopathe, lui, a les règles sociales. Il va les utiliser pour manipuler tout le monde, pour exprimer ses déviances de destruction. Donc, un psychopathe est pervers, mais un pervers n'est pas forcément psychopathe. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a pu éveiller en vous des questionnements intéressants sur ce que vous vivez ou sur ce qu'un proche peut vivre et lui proposer peut-être de réécouter ses lives. Alors, j'ai, sans vouloir l'être, développé ou créé une page YouTube avec mon prénom et mon nom, dans lequel je remets tous les lives et toutes mes interventions publiques, que ce soit dernièrement à la télévision ou mes conférences, celles qui ont pu être filmées tout du moins. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais c'est quelque chose qui peut être pertinent pour vous. Un live par mois, donc on se revoit normalement dans un mois. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre présence, pour votre bienveillance vis-à-vis aussi des autres membres. Euh, J'essaie de modérer euh, le plus possible les interventions qui peuvent être insultantes ou qui détournent finalement in fine le but des groupes que j'administre ou de ma page. Mais voilà, n'hésitez pas du coup s'il y a des choses qui vous gênent, qui vous dérangent, etc., de signaler les choses, parce qu'on on est derrière et on essaie de vérifier, mais on n'est pas des machines, donc il y a forcément des choses qui nous échappent. Merci, et à dans un mois. Au revoir.